Alors, je suis le professeur Isabelle Arnulf, je suis neurologue et je suis chef du service des pathologies du sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et chercheuse à l'Institut du cerveau de Paris. Aujourd'hui, on est sur T'as capté, l'émission scientifique de Clic, et je vais vous donner le point de vue scientifique sur les rêves actuellement. T'as capté. Le rêve, on le définit comme toutes les productions mentales du cerveau pendant le sommeil dont on se rappelle au réveil. Ça inclut non seulement les grandes histoires, les scénarios avec beaucoup d'émotions et d'images qui ressemblent à des films, mais aussi des simples pensées ou des émotions qu'on éprouve pendant le sommeil et dont on se rappelle au réveil. Les rêves sont des processus mentaux involontaires. Ils sont massivement liés à nos souvenirs, à ce qu'on a vécu, mais pas toujours, puisque par exemple on est capable de voler en rêve alors qu'on ne l'a jamais fait dans la réalité. On dort à peu près 7 heures. À l'intérieur de ces 7 heures, on recueille des rêves pendant environ 5 heures. Que ça soit dans la phase de sommeil lent ou dans la phase de sommeil paradoxal, on active préférentiellement l'arrière du cerveau, c'est-à-dire les régions où se projettent les images en éveil et les régions où il y a plutôt les émotions. Est-ce que tout le monde rêve ? Oui, absolument, même ceux qui ne se rappellent pas de leurs rêves, et ça, on l'a montré en montrant que ceux qui se rappellent d'aucun rêve étaient quand même capables de rigoler dans leur sommeil, de parler, donc d'avoir une autre vie mentale. Mais on sait aussi que les animaux rêvent. Alors, ils ne vont pas nous le raconter, bien sûr, mais certains animaux bougent dans leur sommeil comme s'ils rêvaient. Par exemple, les chiens peuvent courir sur le côté. Certains oiseaux, certains perroquets parlent dans leur sommeil. Et donc, et comme ils ont les mêmes phases de sommeil que les êtres humains, on pense fortement qu'ils rêvent. Les outils dont on dispose pour étudier les rêves sont tout d'abord le récit du dormeur au réveil, avec un papier et un crayon ou un dictaphone. Et là, on recueille déjà énormément d'informations. On peut faire beaucoup de recherches avec un papier et un crayon. Seulement, on oublie une partie de nos rêves, et puis parfois on reconstitue l'histoire, elle n'était pas exacte. Donc on a besoin aussi, nous, comme chercheurs, d'aller regarder le rêve au moment où il se produit, pendant le sommeil, pas après le réveil. Pour ça, on a besoin à la fois d'enregistrer l'activité du cerveau. On place des capteurs sur la tête, des électrodes qui vont enregistrer quelle région s'active, s'inactive. Mais on peut aussi bénéficier d'un certain nombre de modèles où on accède directement au rêve au moment où il se passe. Et ces modèles, c'est les gens qui parlent en dormant, qui gesticulent en dormant, qui ont des expressions de rire ou de pleurs sur le visage, ou qui sont au contraire bien paralysés, mais qui ont la capacité de diriger leurs rêves et de nous envoyer des signaux. On appelle ça le rêve lucide. T'as capté. Le sommeil est constitué de différents états qui sont un petit peu comme des Legos qui s'accumulent la nuit. Tout d'abord, quand on ferme les yeux et qu'on commence à s'endormir, on appelle cela le sommeil lent léger, N1, la toute première phase de sommeil. Celle-ci, eh bien, on a encore quelques images au début qu'on choisit et ensuite qu'on ne choisit plus. On appelle ça l'imagerie hypnagogique qui amène le sommeil. Et puis ensuite, on tombe dans une phase un peu moins consciente qu'on appelle le sommeil lent léger stade 2 ou N2. Et ça va durer une grande partie du début de la nuit. Et ensuite, on approfondit le sommeil et on va dans une phase encore plus profonde, le sommeil lent profond, N3, pendant lequel on consolide principalement nos souvenirs, tout ce qui s'est passé la veille. Et puis au bout d'une heure et demie environ, on va atteindre une phase de sommeil complètement différente qu'on appelle le sommeil paradoxal. Cette fois-ci, le cerveau semble se réactiver, les yeux bougent sous les paupières, mais en même temps qu'il y a cette réactivation, le corps est complètement paralysé et non réactif, il met du temps à réagir. C'est pour ça qu'on trouve qu'il y a un paradoxe entre un cerveau très activé et un corps très endormi. Et ce nom et cette découverte de ce stade, on la doit à Michel Jouvet, qui était un chercheur français à Lyon, qui travaillait sur le sommeil des chats, qui sont des très grands dormeurs et probablement des très grands rêveurs. Ces différentes phases de sommeil, donc N1, l'endormissement, N2, le sommeil lent léger, N3, le profond, puis le sommeil paradoxal, ça constitue un premier bloc qu'on appelle un cycle de sommeil. Ça dure 1h30 environ. Et ensuite, au cours de la nuit, on va en faire entre 3 et 5, avec parfois des réveils entre, au milieu ou entre les cycles.
Le sommeil paradoxal qui nous intéresse un peu plus parce qu'on y rêve beaucoup plus. Il est particulier à la fois parce que le cerveau est activé, ça ressemble un peu à de l'éveil ou au moins à de l'endormissement sur une activité cérébrale. Certaines régions du cerveau sont plus activées que d'autres. Par exemple, les régions visuelles sont très activées. On pense que c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup d'images en rêve. Les régions des émotions, ce qu'on appelle les amygdales, sont très activées. Et on pense que c'est pour ça qu'il y a énormément d'émotions dans cette phase-là. Et en même temps, la région frontale, qui est l'avant du cerveau, elle est beaucoup moins activée. Et c'est celle qui nous fait raisonner, réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Et on pense que sa déactivation fait que ça libère une partie du cerveau plus postérieure, plus en arrière, qui lui permet de créer des scénarios qu'il ne va pas trop critiquer et sur lesquels on n'a pas de maîtrise. Ça, c'est les éléments à l'intérieur du cerveau. À l'extérieur du corps, on voit les yeux bouger sous les paupières fermées, les tympans battent comme s'ils entendaient des sons, et en même temps, le corps est complètement paralysé. Hein, vraiment, on est mou comme des poupées de chiffon. Et il y a une érection chez les hommes à ce moment-là, même s'il n'y a pas de contenu érotique au rêve. Juste à l'endormissement, on a surtout des images qui défilent. Elles peuvent être un petit peu comme des losanges ou des croix, et puis ensuite devenir des images formées. Au début, on peut les choisir, chacun a sa manière de s'endormir, et puis ensuite, elles s'imposent à nous. Ensuite, quand on réveille les dormeurs dans la phase N2, on a des rêves assez ordinaires. J'étais avec des amis, c'est pas très détaillé, il y a peu d'émotions et il n'y a pas de long scénario. En phase N3, on a un peu du mal à avoir des récits. La plupart des gens sont complètement confus quand on les réveille. Et en sommeil paradoxal, là, on a des très longs récits qui sont très immersifs, où la personne court, bouge, peut raconter 4-5 scènes différentes, très riches en émotions, évidemment, parfois sans queue ni tête, beaucoup plus bizarres. Les rêves de sommeil paradoxal que dans le sommeil lent. En ce moment, je fais toujours le même rêve. Je nage dans la Seine, tout d'un coup, j'avale un rat. Alors j'étouffe et puis je coule. Et en bas, il y a des huîtres, elles m'attrapent les chevilles. Alors je vomis le rat sur les huîtres, le rat, il attaque les huîtres, je remonte à la surface, je prends une péniche de la tête et là, je me réveille. Donc une façon de réfléchir du cerveau, de créer des choses qui est très différente entre l'endormissement et le sommeil paradoxal au bout d'1 heure et demie. Il y a des personnes qui se souviennent très très bien de leurs rêves et d'autres non. Par exemple, les femmes se souviennent plus de leurs rêves que les hommes, les adolescents plus que les adultes, et évidemment en vieillissant on a moins de souvenirs de rêves. Ça ne veut pas dire qu'ils ne rêvent pas, ça veut juste dire qu'ils s'en souviennent moins. On ne sait pas toutes les caractéristiques qui font qu'un tel est un grand rêveur ou un tel est une telle est une petite rêveuse, mais il y a des éléments tels que par exemple l'intérêt qu'on a pour le rêve, le fait de les marquer, d'essayer de les retenir avec un papier crayon. Au bout de 15 jours, les rêves reviennent bien de plus en plus, hein, le fait d'y prêter attention. Et puis d'une manière générale, les grands rêveurs sont des gens qui prêtent plus attention aux choses en général. On trouve aussi chez les grands rêveurs plus de personnes créatives, peut-être parce qu'elles se souviennent mieux des images qu'elles ont en rêve. La fréquence de souvenirs de rêve n'est pas liée au fait d'être très imaginatif ou pas. Elle est beaucoup liée à l'intérêt qu'on a pour les rêves. Et puis, dernière chose, les personnes qui ont beaucoup d'imagination dans la journée n'ont pas plus de rêves la nuit. Par contre, si on nous réveille plus souvent la nuit, on va enregistrer plus nos rêves et plus s'en souvenir. Donc, certaines nuits où on a beaucoup rêvé, ça peut être parce qu'on est dans un autre endroit et qu'on s'est réveillé plus souvent. Le somnambulisme, ce sont des personnes qui sont capables, en début de nuit, alors qu'elles sont endormies, d'ouvrir les yeux, de s'asseoir sur le lit, souvent de se lever et de manipuler l'environnement. Elles ont l'air éveillées, elles ont les yeux ouverts, mais il y a un regard bizarre. Et elles sont capables, par contre, de manipuler correctement l'environnement, par exemple d'envoyer un texto ou d'ouvrir des fenêtres, malheureusement. Alors, c'est très fréquent, le somnambulisme, chez l'enfant. Ça persiste chez le jeune adulte, chez environ 2% de la population, donc ce n'est pas si rare que ça. Le somnambulisme survient non pas dans la phase de sommeil paradoxal, comme on pourrait le croire,
mais dans la phase de sommeil lent profond. C'est un éveil à moitié du cerveau, c'est un état hybride. La partie avant du cerveau est endormie et la partie arrière, qui dirige la motricité, la vision, etc., est éveillée. On évite de réveiller les somnambules parce qu'ils sont confus, ils sont dans un état intermédiaire. Alors évidemment, s'ils sont en train de sauter par la fenêtre, on les réveille, on les attrape, on les recolle au lit. Mais sinon, il faut plutôt les ramener en leur parlant calmement vers le lit. Le somnambulisme est très fréquent dans la population générale. C'est très familial, ça se transmet dans les familles, comme le fait de parler en dormant ou de crier la nuit. C'est un phénomène plutôt de jeunesse, ça a tendance à disparaître en prenant de l'âge. Les épisodes de somnambulisme peuvent être favorisés par le fait d'avoir eu des choses un peu stressantes dans la journée. Dans la mesure où notre sommeil métabolise, digère les émotions, on fait plus d'épisodes de somnambulisme si on est un petit peu inquiet. Du coup, on peut améliorer le somnambulisme en travaillant sur le stress, en faisant de la relaxation, voire dans les cas un peu plus sévères, en faisant de l'hypnose. T'as capté. On ne connaît pas les fonctions du rêve, mais il y a 5 fonctions hypothétiques actuellement. Le premier, c'est que le rêve serve, comme le sommeil en général, à mémoriser les souvenirs de la journée. Et on a beaucoup d'arguments pour dire qu'on reprend dans nos rêves des éléments de la veille. La deuxième fonction possible, c'est la régulation des émotions. Par exemple, quand vous recevez un message très désagréable, si vous répondez tout de suite dans la journée, vous risquez d'être aussi désagréable que la personne qui vous a adressé ce message. Si on dort dessus, on a plus de chances de faire une réponse rationnelle et pas émotionnelle le lendemain matin. On sait que c'est le rôle du sommeil en général. On pense que le rêve joue un rôle dans cette régulation parce que c'est une espèce de théâtre mental dans lequel on peut dire tout ce qu'on veut dire à la personne qui nous a agressés dans la journée et peut-être du coup digérer un petit peu l'émotion négative qui s'est passée. Et on a beaucoup d'arguments pour penser que ce sont les rêves de sommeil paradoxal, ceux où il y a beaucoup d'émotions, qui nous servent à éteindre, en quelque sorte, à digérer ces émotions négatives. La troisième fonction, c'est la simulation de la menace. C'est le chercheur Revonsuo qui l'a suggéré. Contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de nos rêves ne sont pas agréables. Environ 2/3 des rêves sont compliqués, nous mettent en difficulté. Par exemple, un chauffeur de taxi ne trouve plus les routes, un étudiant ne va plus pouvoir répondre à ses cours ou avoir le syndrome de la feuille blanche. Et Revonsuo postule que si on a des choses comme ça un petit peu qui nous mettent en difficulté, peut-être que ces réalités alternatives un petit peu complexes nous permettent d'expérimenter un certain nombre de menaces et de mieux y faire face ensuite dans la journée. Si on s'est entraîné dans nos rêves, qui sont une espèce d'espace virtuel dans lequel on croit vraiment ce qui se passe et on bouge mentalement comme un grand jeu vidéo, si on s'est entraîné en rêve à contrer une menace, on risque d'être plus performant dans la journée. Et Revonsuo pense que c'est une fonction darwinienne, qu'elle s'est développée avec l'évolution et que ceux qui étaient bons pour l'avoir pendant leur sommeil ont mieux protégé leurs petits. Par exemple, les jeunes mères de famille rêvent souvent que leur bébé est en danger et elles vont tendre les bras pour sauver le bébé qui est en train de tomber du lit, par exemple. Et elles le font d'ailleurs souvent aussi dans la réalité, dans leur sommeil. Et peut-être qu'elles ont mieux protégé leurs petits et que c'est normal de garder cela. Ça, c'est la troisième fonction possible des rêves. La quatrième, c'est la possibilité de se mettre à la place des autres, une fonction qu'on appelle l'empathie. On peut soutenir cette hypothèse de cette fonction parce qu'on est capable d'être quelqu'un d'autre dans nos rêves. Par exemple, je me rappelle de ce patient qui avait vu « Il faut sauver le soldat Ryan avant de dormir » et qui était lui-même somnambule. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ses rêves de somnambulisme? Il a couru sous son lit, sur ses coudes, comme s'il était sous les barbelés. Donc il s'est mis à la place du soldat Ryan. Et certaines femmes peuvent être des hommes dans leurs rêves parce qu'elles voient des hommes toute la journée. Et nous qui avons travaillé sur les personnes privées de marche, paraplégiques, on s'est rendu compte qu'ils marchaient tous en rêve, même ceux qui n'avaient jamais marché de leur vie. Peut-être que c'est important de se mettre à la place des autres, de vivre ce qui leur arrive, pour mieux, dans la journée, les comprendre et vivre en société. La dernière fonction, elle est surtout l'objet à l'origine d'anecdotes, c'est la créativité. Beaucoup de grands scientifiques et de grands artistes disent qu'ils ont découvert, lors d'un rêve, la grande découverte de leur vie. Einstein dit qu'il a trouvé la relativité sur un rêve avec une histoire de 3 vaches. Le
découvreur de la machine à coudre, il l'a trouvé en rêve, le système. Il travaillait depuis longtemps sur la machine à coudre. Il savait qu'il fallait une aiguille, mais il n'arrivait pas à automatiser son système. Et donc, il a rêvé qu'il était dans un pays où il y avait un roi qui lui disait « Vous avez 24 heures pour me fabriquer une machine à coudre, sinon je vous tue. » Je vous exécute. Et il cherche dans son rêve, il ne trouve pas. Et donc le roi dit, il fait venir les lanciers pour lui couper la tête. Et à ce moment-là, la personne lève les yeux, regarde dans la lance et voit le trou dans la pointe de la lance. Et il a son eureka nocturne, il dit, bon sang, le trou dans la machine à coudre, il ne faut pas le mettre dans le chat au bout de l'aiguille, il faut le mettre dans la pointe de l'aiguille. Et c'est typique d'association qu'il n'a pas fait en éveil, même s'il réfléchit depuis longtemps sur le problème, et qui a envahi son sommeil et qui lui a permis probablement de faire des associations auxquelles on ne pense pas dans la journée. Harry, c'est Cooper. Venez me retrouver à l'hôtel pour le petit déjeuner à 7 h du matin. Je sais qui a tué Laura Palmer. Nos rêves reflètent notre quotidien. Ce sont beaucoup de souvenirs qu'on associe entre eux. Ils sont principalement visuels, mais c'est la fonction principale pendant l'éveil, notre vision. Et donc la question se pose de personnes privées de vision. Les aveugles, de quoi rêvent-ils ? Alors les aveugles rêvent beaucoup de sons, de sensations, de toucher. Et si on leur demande de dessiner leurs rêves, ils vont dessiner ce que nous, on appellerait des images. Mais pour eux, ce sont des images mentales, c'est-à-dire que c'est la représentation en dessin de tout ce qu'ils ont touché. Par exemple, ils vont dessiner un bonhomme. Ce n'est pas une image comme les bonhommes que nous, on voit, mais c'est la création mentale qu'ils ont fait à partir de tout ce qu'ils touchaient. Les personnes privées de marche, les paraplégiques, sont capables de marcher en rêve. On a pensé initialement que c'était lié au fait qu'on a un programme de marche dans la tête qui est déjà tout prêt et qui se développe à partir de 1 an, quand les enfants commencent à marcher. Sauf que les personnes paraplégiques sont aussi capables de jardiner, de faire du vélo, de jouer au basket. Et on a donc fait l'hypothèse, avec notre groupe, que le fait de voir les autres marcher autour d'eux est capable d'activer des cellules cérébrales qu'on appelle les neurones miroirs. Quand quelqu'un en face de moi fait comme ça, eh bien moi, dans ma tête, je fais le même geste. On a un système miroir qui est très utile pour la vie en société, qui nous fait ressentir les mêmes gestes que les autres. Et donc on peut penser que les paraplégiques réactivent des neurones miroirs qui ont enregistré la marche chez les autres, chez eux-mêmes, et se mettent à la place des autres. Les rêves nous sont imposés, on ne les choisit pas. Donc on a l'impression que c'est une partie cachée de notre cerveau qui les fabrique et qu'elle nous dit peut-être des choses sur notre fonctionnement caché que l'on pourrait appeler l'inconscient ou le subconscient. C'est pourquoi nous allons aborder dans le chapitre suivant la possibilité que les rêves soient une porte sur l'inconscient. T'as capté? L'idée qu'on réalise en rêve des désirs inconscients est très forte depuis le 19e siècle. C'est une des idées phares de Sigmund Freud, qui a eu beaucoup de succès en vulgarisation. Et c'est l'idée aussi que peut-être nos rêves pourraient nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes qu'on ne saurait pas en éveil. Alors, cette idée que l'on réalise les désirs inconscients en rêve, elle a été testée dans les années 50 par un certain nombre de chercheurs nord-américains qui ont essayé de voir si on nous empêchait de faire une chose dans la journée, est-ce que du coup, c'était compensé en la faisant dans nos rêves ? La première expérience a consisté à empêcher de boire des personnes, les priver d'eau, pendant 24 à 48 heures, on ne peut pas plus, c'est dangereux au-delà. Et ensuite, on les a laissés dormir et on a regardé si dans leurs rêves, ils apparaissaient des fontaines ou si l'eau était beaucoup plus présente. Ce n'était pas le cas. L'expérience suivante, qui a été menée par Caracan, a consisté à priver de sexe des hommes jeunes, tout à fait vigoureux, pendant 15 jours, donc assez longtemps, et regarder si du coup, la nuit, il y avait un peu plus de rêves érotiques, voire d'éjaculation, puisque ça peut arriver la nuit. Eh bien non, pas du tout. Donc l'idée qu'on a plus dans nos nuits des choses qui nous manquent dans la journée ne semble pas, en tout cas, validée par les modèles actuels. Un autre argument contre la théorie de Freud est que quand on recueille systématiquement les rêves chez tout le monde, et ça a été fait, il y a des banques de rêves qui existent, qui sont faites par plusieurs universités,
Il n'y a pas beaucoup de rêves sexuels. Il y a 2% des rêves des hommes et 0,5% des rêves des femmes, 4 fois moins chez les femmes malheureusement, qui sont sexuels. Même si on va chercher des choses un petit peu indirectes, on ne trouve pas grande expression du sexe dans les rêves. Probablement beaucoup moins que les préoccupations diurnes. Comme les rêves sont bizarres et associent parfois des choses sans queue ni tête entre elles, depuis la nuit des temps, on pense qu'il voudrait dire autre chose que ce qui est dit au premier plan, qu'il y aurait une sorte de langage codé. Vous allez trouver beaucoup de données du Moyen-Âge sur des décodeurs de rêves, des carnets qui vous disent si vous avez rêvé de perdre vos dents, c'est parce que quelqu'un va mourir dans votre famille. Il y a beaucoup de croyances autour d'un langage codé. La vérité est probablement bien loin de tout ça. Il y a des associations qui sont bizarres, mais la plupart des rêves, 80%, sont ordinaires, reproduisent notre quotidien. On est avec des proches, on est au boulot, et les choses vraiment déjantées sont plus rares que ce qu'on pense. Mais elles nous intéressent. Et c'est pour ça qu'on les raconte plus, qu'on va dire « mais j'ai perdu toutes mes dents cette nuit ». Presque tout le monde a fait ce rêve-là, par exemple. Et du coup, comme on le raconte, on va plus s'en souvenir. Mais si on réveille systématiquement les personnes, beaucoup de rêves n'ont pas l'air anormaux et semblent dire ce qu'ils veulent dire au premier degré. Cette croyance qu'il faut interpréter le rêve, qui veuille dire autre chose que par exemple une araignée, ça soit votre mère, ça c'est des croyances qui sont défendues par des gens qui pensent au symbolisme ou à d'autres choses. Ça n'est pas prouvé par la science actuellement. Il n'y a pas d'interprétation des rêves valides actuellement. Beaucoup de nos rêves sont négatifs. On a des peurs, des surprises, des dégoûts, mais généralement on continue l'histoire. On considère comme cauchemar un rêve à tonalité émotionnelle très négative, mais qui nous réveille. Ce qui suggère que un des travail du rêve, c'est vraiment de simuler des menaces, de reprendre des choses émotionnellement difficiles, mais que ça doit se faire probablement de façon couverte. Quand le contenu est tellement horrible que ça réveille la personne, c'est comme l'échec de ce processus de régulation émotionnelle. En gros, un cauchemar, c'est un mauvais rêve qui a échoué. Quand on fait toujours le même cauchemar, le cauchemar récurrent, il a été découvert par les Canadiens une technique qui est extrêmement efficace pour les faire disparaître. Cette technique consiste à se rappeler du cauchemar. Souvent, on n'a pas très envie, c'est pas très agréable, de s'en rappeler mentalement, éventuellement de l'écrire, et de l'examiner pour voir dans quels éléments de la séquence, comme un film, on pourrait changer quelque chose. Par exemple, si c'est un personnage qui vous poursuit, vous pouvez, à quel moment de l'histoire, soit imaginer qu'il va se casser la figure, ou qu'il se prend les pieds dans le tapis, ou le transformer par un autre personnage. Et ce nouveau scénario, comme un film alternatif que vous imaginez en éveil, il faut le reproduire, le réimaginer, dans sa tête, pas en écrivant, c'est de l'image, le rêve. Le réimaginer en éveil avant de dormir, 3, 4, 5 soirs de suite, et vous allez voir que ce nouveau scénario va prendre la place de l'autre et du coup ne plus provoquer de réveil. C'est une des facultés du sommeil de reprendre les choses qu'on a appris avant de dormir pour l'insérer dans les rêves. Et on bénéficie de cette fonction de reprise du souvenir, sauf que c'est un nouveau rêve que vous avez créé. Et donc on peut petit à petit et assez rapidement faire disparaître les mauvais rêves. La rêverie éveillée est normalement de l'éveil. L'imagination, que là si je lève les yeux un petit peu au ciel et puis que j'imagine la tour Eiffel orange, je suis encore réveillée. Si ça dure longtemps et que je ferme les yeux, je peux avoir des passages très très brefs dans la phase d'endormissement qui dure
quelques secondes et me réveiller ensuite. Et du coup, avoir un état un petit peu intermédiaire entre l'éveil et le sommeil, dans lequel il y a beaucoup de production d'images, ce qu'on appelle les hypnagogies. Cet état intermédiaire entre la veille et le sommeil, au moment où on s'endort, c'est probablement un état très intéressant mentalement, en particulier pour faire des associations ou des découvertes qu'on ne ferait pas en réflexion forte. Par exemple, le peintre Dali avait l'habitude de se mettre dans une chaise avec une clé dans la main ou une cuillère, et il pensait à toutes ses productions, à ses futurs tableaux. Et au moment où la clé tombait sur le sol, il notait les images qui passaient dans sa tête à ce moment-là. Et nous avons essayé de reproduire cette expérience, alors avec une bouteille qu'on tient, et nous nous sommes rendus compte que le moment où la bouteille tombe, où la clé tombe, les personnes viennent de faire 30 secondes d'endormissement, de stade N1. Et quand on fait faire un exercice juste avant, on leur fait faire des équations, puis qu'on les laisse se reposer 30 minutes avec la bouteille et ensuite refaire l'exercice, ceux qui ont laissé tomber la bouteille vont avoir une capacité à résoudre les équations bien plus forte, surtout quand il y avait une règle cachée. Dans nos équations, il y avait une façon lente de les résoudre, et puis il y avait un eureka. Et donc l'illumination, cet eureka, a pu être produit par le fait d'atteindre juste cette phase entre la veille et le sommeil. Ceux qui se sont complètement endormis ont perdu la capacité de faire la découverte. Il faut donc essayer d'attraper cet état hybride entre la réflexion de l'éveil et l'imagination du sommeil. Il faut une certaine... c'est un cocktail, il faut vraiment être moitié-moitié, on le voit sur les ondes cérébrales, pour arriver à avoir cette illumination. C'est un exercice très facile à faire, que tout le monde peut faire. Il faut évidemment s'être penché sur le problème avant, ça ne va pas vous faire découvrir des choses auxquelles vous ne réfléchissiez pas avant, mais ça coûte 1 minute de sommeil. Il y a un phénomène qu'on appelle le shifting, qui est beaucoup développé chez les jeunes et les adolescents, qui consiste à essayer de faire travailler leur imagination, en particulier en écrivant des scénarios comme un cinéaste, sur des univers qui les intéressent, et ensuite d'imaginer mentalement, visuellement ces scénarios, en se projetant dedans, en se balançant ou en étant allongé dans le noir, pour se mettre dans un état un petit peu d'auto-hypnose. Ça permet à des jeunes de passer comme ça mentalement dans des univers. Ils le font en rêverie éveillée la nuit, mais vous savez que ce qu'on fait pendant l'éveil peut tout à fait petit à petit s'insérer dans nos rêves, et donc c'est possible de petit à petit insérer des souvenirs comme ça de scénarios qu'on a choisis. T'as capté? Comment êtes-vous arrivé ici? Réfléchissez, Ariane. Où êtes-vous en ce moment? On est en train de rêver? Vous êtes au beau milieu d'un atelier pratique, là, endormi. Vous suivez votre première leçon de rêve partagée. Gardez votre calme. Tout le monde se rappelle d'Inception, un état dans lequel les personnes qui sont en train de dormir et de rêver peuvent modifier des éléments de leur rêve et être conscients qu'ils sont en train de rêver. Cette faculté s'appelle le rêve lucide. On est cette fois-ci non pas dans l'endormissement, comme on a parlé précédemment, mais au cœur du sommeil, et au cœur du sommeil paradoxal, qui est celui qu'on atteint assez tardivement. Donc généralement, les gens sont lucides plutôt vers 5-6 heures du matin. Dans cette phase-là, normalement, on est paralysé, on a plein de rêves dans la tête, on a nos tympans qui bougent et nos yeux qui bougent. Et surtout, on subit les rêves et on ne sait pas qu'on est en train de rêver. On y croit à nos rêves. On est vraiment dans un univers immersif auquel on croit totalement. Le rêveur lucide
prend conscience qu'il est en train de rêver. Il se dit « Ah, mais c'est un rêve ». Ça peut nous arriver à nous tous, mais généralement, ça nous réveille de se rendre compte qu'on est en train de rêver. Certains se rendent compte qu'ils sont en train de rêver, mais restent endormis. Et à partir du moment où ils ont cette conscience que le rêve se déroule devant eux, certains arrivent à être maîtres du scénario ou de certains éléments du scénario, et donc de pouvoir modifier le rêve au moment où il se passe, changer un personnage, dire « oh non, j'en ai marre d'être dans cette maison-là » et passer dans un autre univers. Un petit peu comme un navigateur qui profiterait du vent pour aller dans une direction ou une autre. Ils ne peuvent pas créer les rêves de toutes pièces, comme dans Inception, mais ils peuvent modifier un tout petit peu les univers. Et c'est cette capacité à prendre conscience qu'on est en train de rêver, elle peut être naturelle. Il y a des gens qui sont naturellement des rêveurs lucides. Elle peut être entraînée avec différentes techniques qui consistent à se réveiller par exemple à 5 heures du matin, puis rester réveillé 1 heure et se rendormir en essayant de rester conscient. Elle peut être développée aussi en essayant de prêter attention à ce qu'on vit à ce moment-là. Est-ce que ce que je suis en train de vivre avec vous, ce n'est pas un rêve? Et du coup, je vais prêter attention à mon contenu mental pendant le sommeil et peut-être avoir cette petite éclair de me dire « Ah bon sang, mais c'est un rêve ce qui est en train de se passer ». Et donc, si c'est un rêve, je peux m'envoler ou je peux passer à travers le mur. Donc, si je suis en train de passer à travers le mur, c'est que je suis en train de rêver. Ça, c'est typique du rêve lucide. Et c'était une expérience qui avait été décrite au XIXe siècle par Hervé de Saint-Denis, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Les rêves et les moyens de les diriger », où il était lui-même rêveur lucide. Il a fait plein d'expériences sur les rêves pour savoir si on pouvait, par exemple, se tuer en rêve, est-ce qu'il y avait de la logique en rêve, et est-ce qu'on pouvait modifier des éléments. Et jusqu'aux années 50, 60, où la phase paradoxale a été découverte, et certains rêveurs lucides, comme Steve Laberge par exemple, ont dit « mais moi je suis sûr que je peux diriger mes rêves ». Et donc il a fallu, ça il peut le dire, mais comment je le sais moi, comme expérimentateur, il a fallu décider d'un code, d'une sorte de télégramme que le dormeur enverrait à l'expérimentateur du fond de son rêve. Et donc le code initial qui a été décidé, avant de dormir bien sûr, c'est si tu sais que tu es en train de rêver, la seule chose que tu peux bouger, grosso modo, c'est tes yeux, regarde 2 fois à droite-gauche, fais une pause de 10 secondes et regarde 2 fois droite-gauche, un peu comme un télégramme ou du morse. Et ça, on enregistre très très bien les yeux, nous on sait faire, comme neurologue, et on voit apparaître le code, qui est très différent des mouvements des yeux qu'il y a sous les paupières en sommeil paradoxal. Ça se repère tout de suite, et ça permet de dire « je suis en train de rêver », d'analyser évidemment ce qui se passe à ce moment-là, et à partir de ce moment, nous, comme chercheurs, on peut faire des expériences. On peut d'abord savoir si le rêve lucide est comme le rêve normal. Est-ce qu'on peut confier des missions à nos rêveurs lucides qui deviennent des sortes d'agents infiltrés dans le rêve. Par exemple, la première mission que nous leur avons confiée, c'est si tu es en train de rêver, essaye de trouver une piscine et plonge dedans. Mais tu nous fais le signal avant, parce que moi, quand je regarde un tracé de sommeil, il y a 30 minutes de sommeil paradoxal, je ne sais pas quand est-ce que tu as plongé dans la piscine. Là, grâce au code, je vois le moment où il a modifié quelque chose dans son rêve, suivant ce que je lui ai demandé. Et donc, je vois apparaître le code, droite-gauche, et puis, sur mes capteurs respiratoires, je vois une apnée apparaître. Il arrête de respirer au moment où il plonge dans sa piscine. Et ensuite, quand il ressort, il me fait le code. Et ça nous a permis de montrer que la respiration que l'on mesure pendant le sommeil paradoxal, elle suit le contenu du rêve. Si la personne vocalise ou chante, on voit un prolongement de l'expiration, comme on verrait si elle chantait en éveil. Mais ça nous a permis aussi, plus récemment, d'aller plus loin. Par exemple, nos rêveurs lucides nous ont envoyé des informations sur les émotions qu'ils étaient en train de vivre. Par exemple, on a changé le code, on a mis des codes plus pratiques pour le dormeur, parce que quand vous envoyez un code, regardez à gauche, à droite, alors que vous êtes poursuivi par des gremlins, parce que c'est ça qui leur arrive, c'est dur de ne pas regarder derrière soi les gremlins et d'envoyer le signal. Donc on a choisi d'autres signaux, comme par exemple des mouvements de la face. On fait faire 3 petits sourires ou 3 petits contractions des sourcils à nos rêveurs lucides. Il y a peu de mouvements sur la face parce qu'il y a cette paralysie du sommeil paradoxal, mais avec des capteurs, on arrive à enregistrer ces mouvements très très fins, ces ébauches de mouvements. Et ça nous a permis, on a dit, écoute, tu fais 3 petits froncements si ce que tu vis est désagréable, 3 petits sourires si ce que tu vis est agréable. Ça nous a permis de montrer qu'il y avait énormément d'émotions au sommeil paradoxal, et surtout que beaucoup plus vite qu'en éveil,
on était capable de passer du positif au négatif, alors que passer du rire aux larmes en éveil, il faut y arriver quand même. Souvent, quand on rigole un grand coup, on reste joyeux beaucoup plus longtemps. La dynamique des émotions est assez lente en éveil. En sommeil paradoxal, ça va très très vite et ça va probablement vite à cause de cette fonction de régulation des émotions où il faut les réexpérimenter, les mélanger à du positif, les associer à d'autres souvenirs pour arriver à les dégrader, à les digérer. N'as-tu jamais fait ces rêves, Néo, qui ont l'air plus vrais que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel? Le rêve lucide, sachant que les personnes sont immergées dans un univers 3D, en ressentant des émotions fortes, comme dans de la réalité, beaucoup plus fort d'ailleurs qu'un jeu vidéo, pourrait être un terrain d'entraînement aussi pour développer d'autres capacités. Le chercheur Daniel Erlacher a essayé d'entraîner des sportifs à faire en rêve lucide, par exemple, leur saut à la perche, pour mieux le faire, l'idée étant de mieux le faire ensuite dans la réalité. Et effectivement, il a obtenu un gain de performance. Donc beaucoup de gens essayent d'être rêveurs lucides, mais la principale joie d'être rêveur lucide, et c'est très recherché chez les intellectuels, c'est ce plaisir de choisir des choses agréables, de faire apparaître les plus belles filles du monde, de goûter un très bon vin, d'aller dans des très beaux univers, et avec une netteté de l'image qu'on n'a pas en rêve normal. On voit le grain de la peau des gens, par exemple, en rêve lucide. Quand on arrive à maintenir la lucidité, c'est vraiment un moment de grande joie. Et donc tout le monde n'est pas lucide tout le temps, mais je vous conseille d'essayer. Les rêves lucides sont très rares. Enfin, une personne sur deux sait de quoi je parle. Elle l'a déjà expérimenté au moins une fois. Les enfants, les jeunes adolescents en ont beaucoup. C'est une capacité qui diminue avec l'âge. Du coup, à part en s'entraînant, en se réveillant à 5 heures du matin, en essayant de se rendormir, en restant conscient, est-ce qu'il y a d'autres techniques pour devenir rêveur lucide? Eh bien, le MIT a développé un gant qui s'appelle Dormio et qui va être basé sur en sommeil paradoxal, on est complètement paralysé, mais parfois, comme les chiens ou les chats, on a des tout petits mouvements, des tout petits soubresauts du bout des doigts, un peu comme les chats qui bougent les moustaches ou les oreilles quand ils sont en train de rêver. Et donc, à ce moment-là, repérer le sommeil paradoxal, c'est compliqué, mais bon, ça le permet, et provoquer de très légères vibrations ou de très légers sons qui vont attirer le rêveur sur l'extérieur et le réveiller légèrement pour qu'il puisse se rendre compte, en tout cas réveiller sa conscience, qu'il est en train de rêver. À partir du moment où une personne est rêveuse lucide, elle peut modifier ses rêves. Elle peut changer ses cauchemars, elle peut taper sur le sol quand elle est poursuivie par des gremlins pour s'envoler et leur échapper. Donc ça donne accès à un univers mental qui permet de traiter les cauchemars. C'est très intéressant, c'est plus difficile à atteindre que la répétition d'images mentales dont on a parlé précédemment, où ça, on fait l'exercice d'imagination et de changement du rêve en éveil. Mais quand on atteint le rêve lucide, on a tous les pouvoirs. Au moment où on s'endort, on peut avoir non seulement ces images de rêve, mais parfois des sensations qu'on appelle hallucinations hypnagogiques. L'impression, par exemple, qu'il y a quelqu'un dans la pièce, un intrus, quelqu'un qui est dans l'espace péripersonnel, à 1 mètre de nous, qui a une présence, ou que certains s'enfoncent dans le lit, ou plus rares encore, ont l'impression de sortir de leur corps. Mais où je suis? Ah, c'est moi, là! Ah bah oui, c'est moi! Ah, je dois être en train de rêver! C'est-à-dire qu'ils voient leur corps réel endormi en dessous et leur moi, leur soi flotte au-dessus de la chambre. Et ces expériences, qu'on appelle expériences de sortie de corps, sont rares, plus fréquentes chez les gens très fatigués et plus fréquentes dans des pathologies comme la narcolepsie. Ce ne sont pas des expériences à proprement dit pathologiques, mais elles peuvent être à l'origine de certaines croyances, comme par exemple qu'il y a des fantômes dans la pièce ou que l'on a été enlevé par des martiens, parce qu'on a cette sensation que notre corps, que notre âme est sortie de notre corps. Un certain nombre de produits modifient les rêves. Par exemple, le cannabis est un fort effaceur de rêves. Ceux qui en ont beaucoup fumé et qui l'arrêtent ont d'abord un grand retour des rêves, et ça, c'est très agréable.
L'alcool a tendance à donner des rêves plus désagréables. Certains médicaments vont donner des cauchemars, ou certains produits qu'on utilise quand on arrête de fumer, comme par exemple les patchs de nicotine ou d'autres produits pour arrêter de fumer. Comme c'est très riche en un neuromédiateur qu'on appelle l'acétylcholine, qui est le neuromédiateur qui fait vraiment le sommeil paradoxal, il peut y avoir des cauchemars, des rêves désagréables, des rêves très réels, voire des rêves lucides. Le rêve lucide est un outil formidable pour attraper le rêve au moment où il se passe et par exemple savoir si le temps se déroule normalement au rêve et dans ce cas-là, ou est-ce que comme dans Inception, on pense que le temps peut se condenser et qu'en quelques secondes de rêve, on peut vivre 1000 ans. Le rêve lucide et d'autres techniques nous ont permis de montrer que ça n'est pas vrai. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un de compter de 0 à 10 et que vous lui demandez un signal oculaire quand il a fini au début de compter, après avoir compté, et que vous demandez au rêveur lucide de faire la même chose, envoyer son signal, compter jusqu'à 10 et vous renvoyer le signal, ça va prendre 10 secondes aussi. Il n'y a pas de distorsion. Si on regarde inversement toutes les personnes qui parlent en dormant ou qui gesticulent dans leur sommeil, ce qu'elles font et ce qu'elles disent respectent le temps que ça prendrait pour faire la même chose en éveil. J'ai un patient qui a construit un mur en rêve et on le voit attraper ses outils, on le voit taper avec son marteau, on le voit couper son bois. Dans un temps normal, son sommeil paradoxal dure 1 heure et ce qu'il fait n'est pas en accéléré. Il n'y a que les émotions qui ont l'air d'être en accéléré en rêve. Travailler sur les rêves est passionnant. Savoir si l'espace en rêve est le même qu'en réalité, si le temps en rêve est le même qu'en réalité, est passionnant. Avoir de la maîtrise sur ce phénomène involontaire peut nous faire penser qu'on est en train d'empêcher un travail qui serait normal pour le cerveau et qui serait utile. Il faut savoir que se débarrasser des cauchemars, c'est utile, parce que les gens ne sont pas bien dans la journée, et donc il faut le faire. Et être rêveur lucide ne veut pas dire que tous nos rêves, on va les choisir, on va les diriger, parce que ça laisserait peu de place à d'autres choses et à l'imagination. Et d'ailleurs, la plupart des rêveurs lucides font un rêve lucide par semaine maximum. Sur les 15 rêves qu'on fait par nuit, ça fait une toute petite proportion si on y pense. Donc défier le temps et l'espace comme on le fait dans cet univers virtuel, c'est passionnant, mais en fait, ça représente une toute petite partie de ce qu'on fait toutes les nuits, qui est immense et qui a probablement des tas d'autres fonctions que les 5 qu'on a mentionnées. On vient de voir qu'il y a probablement plein de fonctions au rêve et au sommeil. C'est un tiers de notre vie. Penser que ça ne serve qu'à une chose ou que ça ne serve pas beaucoup, ça serait penser que le vivant n'est pas économe. La biologie est très économe, tout est fait vraiment pour servir. Et en réduisant le sommeil actuellement, en particulier avec les écrans, en regardant des séries en bloc qui vont grignoter petit à petit le sommeil, eh ben on va grignoter aussi nos rêves. Et probablement enlever une des grandes fonctions mentales qui nous permet de réguler nos émotions, de se souvenir mieux des choses et d'être plus performant dans la journée. Et donc, pour rêver bien, il faut dormir bien. Et donc, il faut éteindre les écrans et se laisser aller à ce monde merveilleux des rêves. Tonight, I'll show you how dreams are prepared. People think it's a very simple and easy process, but it's a bit more complicated than that. As you can see, a very delicate combination of complex ingredients is the key. First, we put in some random thoughts, and then we add a little bit of reminiscences of the day, mixed with some memories from the past. It's for 2 people. Love, friendships, relationships, and all those ships, together with songs you heard during the day, things you saw, and also personal... Okay, I think it's 1. There it goes. Yes! Yes. Okay. I'm talking quietly to not wake myself up. On était sur T'as capté, l'émission scientifique de Click, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de très beaux rêves.